Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo et aujourd'hui nous abordons Louis XIV et les guerres. Et pour aborder ce sujet, ce sera fait en plusieurs vidéos, deux vidéos. Une première vidéo où nous allons parler donc, de manière plutôt des raisons de ces guerres, donc à la fois le casus belli de chacun de ces conflits et les raisons plus profondes, plus globales qui ont poussé Louis XIV à mener les conflits durant son règne. Et nous parlerons également des traités et des effets de ces traités qui ont conclu ces guerres-là. On ne fera pas un récit de ces guerres. Déjà parce que c'est pas forcément un domaine dans lequel je me sens, un récit de guerre, c'est pas forcément quelque chose que je me sens à faire. C'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus. Ce qui va nous intéresser là sera essentiellement les raisons et les conséquences de ces guerres, plus que leur déroulement dans le détail des batailles. Et la seconde vidéo, du coup, qui conclura ce binôme de vidéos, sera sur les conséquences globales, au niveau à la fois territorial, même si ce sera abordé en parlant des traités, mais également sur le plan financier, diplomatique et sur le plan de l'organisation de l'État qui a dû évoluer au vu des différents conflits, au vu de l'ampleur des conflits que le pays a connu durant la période de Louis XIV. Donc, nous allons commencer. Déjà, il faut placer les bornes chronologiques. Pour cela, comme on a dit, c'est les guerres de Louis XIV. Né en 1638, mort en 1715, et roi à partir de 1643 à la mort de son père, Louis XIII. Mais il ne va pas régner immédiatement, forcément à 5 ans, c'est un peu limité. Et donc c'est sa mère, qui est donc la reine-mère, et le premier ministre du royaume, Mazarin, qui vont exercer la régence et gouverner le pays pendant un long moment. Globalement, ce n'est qu'en 1661, à la mort de Mazarin, lorsque Louis XIV annonce qu'il ne reprend pas de Premier ministre, que l'on place le début de son règne personnel, le moment où il est à la tête du pays, seul, c'est lui qui décide. Donc, on va parler des guerres qui auront lieu entre 1661 et 1715. On ne va faire qu'une petite entorse à cela, on parlera rapidement de la guerre franco-espagnole, car celle-ci s'est déroulée déjà en partie durant le règne de Louis XIV, même si c'est avant son règne personnel, et que les conséquences du traité des Pyrénées qui l'a conclu a eu un effet sur ce qui s'est passé ensuite. Rapidement, parlons-en. Donc la guerre franco-espagnole, c'est 1635-1659, donc ça commence même avant la naissance de Louis XIV. Et par contre, quand ça se termine, bon, Louis XIV commence quand même déjà à avoir de l'importance, c'est 2 ans avant le début de son règne personnel, et voilà, il participe à la gouvernance du pays. Donc elle se conclut donc en 1559 par le traité des Pyrénées. Suite à ce traité, la France obtient de nombreux territoires, dans les Flandres, en Alsace, dans l'Artois, dans le Roussillon, mais en contrepartie, elle doit renoncer à ses prétentions sur le comté de Barcelone, dans la Catalogne à peu près, que la France revendiquait, mais là, elle doit dire non, c'est bon, c'est espagnol, on vous le laisse. Mais l'aspect le plus important de cet accord, de ce traité, c'est le mariage entre le jeune Louis XIV, alors âgé de 21 ans, avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. Oui, la fille du roi d'Espagne, c'est Marie-Thérèse d'Autriche. C'est parce que Espagne, Autriche, Saint-Empire germanique, c'est gouverné par la famille des Habsbourg, donc tout ce monde-là, ça se mélange. Marie-Thérèse d'Autriche épouse Louis XIV, et en échange, l'Espagne doit donner une dot de 500 000 écus. Et Marie-Thérèse d'Autriche renonce à ses droits de succession sur le royaume d'Espagne pour éviter que Louis XIV n'en bénéficie, il devienne roi d'Espagne. Donc, guerre franco-espagnole, ça c'est fait. Maintenant, on va passer aux guerres vraiment menées par Louis XIV. Et la première d'entre elles, c'est la guerre de l'évolution, qui sera menée du coup contre l'Espagne, l'Angleterre, ainsi que les Provinces-Unies et la Suède, de 1667 à 1668. Pourquoi cette guerre? Plusieurs raisons. Déjà, la France fait face à l'encerclement des Habsbourg, comme je l'ai dit, Saint-Empire germanique, l'Espagne, qui contrôle également ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, qui correspond à peu près à la Belgique. Donc, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne. C'est une grande partie du territoire français qui est encerclé. Donc, il s'agit de combattre cette menace et de la repousser. Quant à ce qui va servir de casus belli, c'est qu'à la mort de Philippe IV, le 17 septembre 1665, Louis XIV va s'appuyer sur le droit d'héritage de sa femme, qui
et donc comme on l'a dit, infante d'Espagne, fille du roi d'Espagne décédé, et qui certes avait renoncé à ses droits de succession, mais comme l'Espagne de son côté n'a pas payé les 500 000 écus de dot, Louis XIV prétend que donc le contrat est nul et non avenu, et du coup, pas de retrait des droits de succession. Donc pour lui, il a le droit à des morceaux de l'Espagne en succession, grâce à une coutume qui s'appelle la dévolution, ce qui a donné le nom au conflit. Du coup, Louis XIV déclare guerre pour prendre ce qu'il considère son dû. Globalement, il va prendre l'avantage dans ce conflit, qui va donc se conclure par le traité d'Aix-la-Chapelle le 2 mai 1668, qui permet donc à la France d'obtenir des territoires au nord du royaume. Lille, par exemple, qui n'était pas française, Tournai, Douai, Armentières, qui donc tout ça, ça devient français. De son côté, la France, qui avait occupé la Franche-Comté, qui n'était pas encore française, durant le conflit, va retirer ses troupes de la région et donc la laisser indépendante. Ensuite, il va y avoir 4 petites années de paix. C'est pas très long, mais bon. De temps en temps, il y a la paix sous Louis XIV. Et ensuite, il y aura la guerre de Hollande en 1672 et ça va durer jusqu'en 1678. Ce conflit verra s'affronter d'un côté la France, alliée à la Suède et l'Angleterre, ainsi qu'à l'électorat de Cologne, c'est un des électorats qui fait partie du Saint-Empire germanique. Et donc tout ce monde-là va affronter les Provinces-Unies, le Saint-Empire germanique, l'Espagne et la Norvège. L'objectif de Louis XIV, c'est de continuer son expansion au nord, donc continuer de prendre des territoires aux Pays-Bas espagnols et aux Provinces-Unies. Les Provinces-Unies, c'est à peu près le Pays-Bas. Mais il s'agit également de lutter contre la concurrence commerciale des Provinces-Unies. En effet, à l'époque, la France cherche à développer son commerce. Or, les rois du commerce à l'époque, c'est les Provinces-Unies. C'est eux les kings. Du coup, si on peut un peu handicaper un adversaire à ce niveau-là, on va pas se priver. Du coup, le conflit se lance, Louis XIV attaque les Provinces-Unies, et au début, il pense que ça va être un conflit rapide. Les Provinces-Unies ne feront pas le poids, surtout qu'il pense à l'origine que le Saint-Empire germanique ne va pas rentrer en guerre, ce qu'il fera quelques mois plus tard, et donc il attaque sûr de son fait. Il va certes gagner cette guerre, mais avec beaucoup plus de difficultés que prévu. En effet, ce conflit va finalement durer pendant 6 années. 6 années durant lesquelles les troupes françaises vont être enlisées dans les Pays-Bas, être à moitié en train de se noyer parce que les Pays-Bas vont ouvrir toutes les écluses qu'ils ont sur leur territoire qui est extrêmement plat, pour lancer des inondations là où les troupes françaises essayent d'avancer. Donc ça va foutre un merdier pas possible dans la stratégie française, et donc bien compliquer la tâche. Mais la France arrive à gagner, et du coup, traité de Nimègue. Il est signé entre le 10 août 1678 et le 5 février 1679, puisque comme il y a plusieurs belligérants, ils vont signer des paix. Certains traités vont être signés qu'entre certains, et du coup, ça s'étale sur plusieurs mois. La France, qui est quand même, au final comme victorieuse dans ce conflit, va remporter plusieurs territoires. La Franche-Comté, cette fois, pas besoin de la restituer, la France la gagne. Elle renforce ses possessions dans les Flandres, gagne Valenciennes et s'étendre également dans les Caraïbes. Mais de son côté, elle doit renoncer à quelques enclaves qu'elle a en territoire étranger, ce qui n'est pas trop important, pas trop grave, parce que c'est des bouts de territoire un peu isolés. C'est moins grave que perdre un gros morceau de territoire. Donc la France renonce à Maastricht, qui est dans l'Allemagne actuelle, et à Charleroi, qui est aujourd'hui en Belgique. S'ensuivent ensuite 5 années de paix jusqu'à la guerre des Réunions en 1683, qui a pour but en fait de s'emparer des enclaves qui sont encore présentes dans le territoire français et de rattacher les enclaves françaises dans le territoire étranger, histoire qu'elles ne soient plus entourées de territoires ennemis. En effet, à l'époque, la frontière nord et est de la France, c'est un bazar pas possible. Car en effet, c'est plein de petites enclaves comme ça, déjà, la frontière, elle fait des zigzags, boum, 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 boum. Il y a des morceaux de territoire allemands qui sont en France, des morceaux de territoire français dans le Saint-Empire germanique, et pareil avec les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies. C'est un bazar, il y a plein de morceaux de territoire qui se baladent partout. Et du coup, bon, la France, à un moment, elle veut simplifier tout ça. Et dans l'idéal, simplifier tout ça en prenant les enclaves étrangères et en faire du territoire français, et en conquérant les territoires étrangers autour des enclaves françaises, plutôt faire l'inverse.
Donc, guerre des Réunions, ça a globalement cet objectif-là. Ça va être un conflit assez court, 1683-1684, comme on dit, une année de guerre, c'est rapide, et va permettre à la France de récupérer plusieurs territoires. Et ce conflit ne se conclura pas par un traité de paix. Des conflits de Louis XIV, c'est le seul qui ne se conclut pas par un traité de paix, mais par une trêve, la trêve de Ratisbonne. Cette trêve a lieu suite au retrait à la fois des Provinces-Unies du conflit, qui commencent un peu à flipper leur mère parce que la France est en train de remonter et de gagner. Le Saint-Empire germanique, qui a un gros problème à l'est, c'est les Ottomans, qui sont en train de taper très fort en bas, vers Vienne, ils arrivent. Donc Léopold Ier, qui est empereur du Saint-Empire germanique, se dit qu'il a d'autres chats à fouetter que Louis XIV, et donc rapplique à l'est. Donc, il se retire du conflit. Du coup, l'Espagne se retrouve un peu seule, et préfère faire pareil, et se retirer du conflit. Mais aucun traité de paix n'est signé, c'est juste que la France peut continuer d'occuper les territoires qu'elle a conquis, sans qu'ils soient reconnus. Mais on arrête de tenter de la déloger. Voilà. Ensuite, conflit suivant, la guerre de Ligue d'Augsbourg. Et là, c'est un gros morceau. La Ligue d'Augsbourg, c'est un gros morceau, c'est un gros conflit. Déjà, la Ligue d'Augsbourg, qu'est-ce que c'est? C'est une coalition qui va se monter face à la menace que représente la France, qui a gagné les 3 conflits précédents, qui est la première puissance démographique de l'époque, avec 20 millions d'habitants, ce qui est plus que le Saint-Empire germanique, ce qui est plus que 2 fois plus que l'Angleterre de l'époque. Et grâce à cette puissance démographique, la France parvient à être la première puissance militaire de l'Europe. Donc ça inquiète un peu et ça pousse plusieurs grandes puissances à se réunir histoire de se protéger. Et donc on y trouve l'Autriche, la Suède, les Provinces-Unies, le Saint-Empire germanique, l'Espagne, l'Angleterre, tout ce monde-là se réunit histoire de pouvoir se protéger de la puissance française. De son côté, Louis XIV a aussi ravivé les tensions avec les pays protestants, ce qui représente une partie du Saint-Empire germanique et les Provinces-Unies. En effet, en révoquant l'édit de Nantes, qui permettait aux protestants de pouvoir à peu près exercer leur culte, ça déplaît pas mal. Léopold Ier, de son côté, a réussi à régler temporairement le problème ottoman à l'est. Du coup, il peut à nouveau tourner son regard vers l'ouest, vers Louis XIV, et voir qu'il y a toujours du merdier, toujours un danger français, et du coup, il se rapplique avec ses armées prêts à en découdre. Et ce qui va mettre le feu aux poudres dans cette situation explosive, c'est un désaccord sur la succession de l'électorat de Cologne. En effet, la noblesse locale doit élire le nouveau dirigeant de cet électorat. 2 candidats s'affrontent. Un soutenu par Louis XIV et un soutenu par Léopold. Le candidat de Louis XIV arrive en tête, mais pas avec une majorité suffisante pour être automatiquement élu. Et ce qui fait que c'est le pape qui doit trancher. Or, celui-ci tranche pour le candidat de Léopold Ier. Louis XIV n'est pas du tout content, pas content du tout. Il considère que c'est son poulain qui est légitime, puisqu'il est arrivé en tête, et donc il veut prendre la Cologne pour le donner à celui qu'il veut. Et donc, il déclare la guerre à la Cologne, le Saint-Empire germanique est donc attaqué, déclare la guerre à Louis XIV, la Ligue d'Augsbourg suit, et gros conflit. Et là, ça va être plus dur. Là, la France, elle n'a pas gagné ce conflit. Elle va bien se défendre, quand même, pour un pays seul contre tout ce monde-là. Elle va avoir du gros boulot. Mais ça va être le premier conflit vraiment difficile de l'époque de Louis XIV. Et donc, le traité va être moins favorable. Le traité de Ryswick, qui est signé le 20 et 21 septembre 1697, qui oblige celle-ci à devoir rendre plusieurs territoires à l'Espagne, surtout au niveau des Pays-Bas espagnols, ainsi que la Catalogne, qu'elle était encore essayé de prendre. On ne se refait pas. Grosse humiliation pour le XIV, reconnaître Guillaume III, qui était dirigeant des Provinces-Unies, mais également descendant du roi d'Angleterre, mais le reconnaître comme roi d'Angleterre. Ce qui était devenu roi d'Angleterre suite à la glorieuse Révolution, c'est un autre sujet, mais je vous mettrai un lien dans la description si vous êtes intéressé par le sujet. Et du coup, ce Guillaume III des Provinces-Unies, Guillaume III d'Orange, est un adversaire acharné de Louis XIV. Du coup, Louis XIV, il n'aime pas du tout non plus. Du coup, il n'a pas envie de le reconnaître comme roi. Mais le traité lui oblige. Du coup, il faut le faire. Bon, après, c'est pas perdant sur tous les plans non plus. La France, de son côté, reçoit Saint-Domingue et vit quand même plusieurs de ses conquêtes de la guerre des Réunions être reconnues. Ce qui lui garantit quand même
des gains territoriaux par rapport à ce qui était son territoire de base. Donc 1697, ce conflit est terminé, mais bientôt, Louis XIV va en connaître un nouveau, long conflit compliqué, guerre de succession d'Espagne, 1701-1714. Déjà, le contexte. Charles II, roi d'Espagne, a des soucis de santé. Globalement, la famille royale espagnole était pas mal consanguine. Donc les soucis de santé dans la famille, c'était court. Et Charles II en avait beaucoup. Donc sa mort, elle était attendue. On s'attendait à ce qu'il meure. Il tenait bon, hein, il s'accrochait, mais on s'attendait à ce qu'il meure assez rapidement. Et c'est arrivé. Ça finit par arriver. Et du coup, il faut désigner un héritier parce qu'il n'a pas de descendant. En même temps, vu ses problèmes de santé, c'est pas très étonnant. Il a deux choix. Soit du côté des Bourbons, puisque, comme on l'a dit, Louis XIV marié à Marie-Thérèse d'Autriche, donc ses descendants sont descendants du roi d'Espagne. Pas descendants pas du roi d'Espagne actuel, mais des anciens rois d'Espagne. Et les Habsbourg, qui sont du coup de la même famille que Charles II. Charles II va finalement faire le choix des Bourbons et proposer à Philippe de France, petit-fils de Louis XIV et donc son neveu, d'être le nouveau roi d'Espagne. Louis XIV décide de faire accepter cette proposition à Philippe de France, qui devient Philippe V, roi d'Espagne, ce qui déjà plaît moyen. Surtout aux Habsbourg, qui quand même, du coup, normalement, ça devait être eux qui devaient récupérer le truc, le bousin, et ils se le font piquer. Ils sont pas contents. Et en plus, Louis XIV décide d'ingérer pas mal dans les affaires d'Espagne, en étant un peu celui qui dit à son petit-fils ce qu'il doit faire. Et en plus, normalement, Philippe V, du coup, devait renoncer à la succession du trône de France, pour éviter qu'il y ait le même roi à la tête des deux pays. Mais Louis XIV dit que non, Philippe V est toujours héritier potentiel du trône de France. Du coup, les gens sont pas contents. Les autres sont vraiment pas contents. Et du coup, le Saint-Empire germanique, l'Autriche, la Grande-Bretagne, les Provinces-Unies et le Portugal, plus quelques autres duchés comme la Savoie, vont déclarer la guerre à la France. Et l'Espagne, du coup. Tout ce monde-là contre la France et l'Espagne. Et ça va être un conflit dur. Là aussi, le conflit va être très dur pour Louis XIV, pour la France et l'Espagne, qui vont résister de leur mieux, qui ne vont pas se prendre une déculottée, ça c'est clair, mais qui vont souffrir durant ce conflit. Le royaume va souffrir durant cette guerre, comme on le verra durant la seconde vidéo, mais finalement la guerre prend fin, 1714, le traité d'Utrecht. La France quand même sauve le principal, puisque Philippe V est reconnu roi d'Espagne. C'est bon, il n'y a plus de Habsbourg sur le trône d'Espagne, mais un Bourbon. Et encore aujourd'hui, le roi d'Espagne, même s'il n'a plus beaucoup de pouvoir, est un Bourbon. Même s'il doit renoncer, Philippe V, à la succession du trône de France. Donc c'est terminé, il n'y aura pas de couronne commune pour la France et l'Espagne, comme Louis XIV l'aurait voulu. Mais bon, il a quand même réussi son objectif principal, briser l'encerclement de la France par les Habsbourg. L'Espagne est quand même bien affaiblie, elle perd pas mal de territoires, pas mal de colonies, donc c'est plus une aussi grande puissance qu'avant. La France, elle, perd plusieurs territoires. La Savoie, qui était rebellée et participait à la Grande Coalition, mais elle s'en sort bien, elle n'est plus à fond à la France. C'est bon, sauvée pour le moment, mais elle va y revenir, mais ça c'est une autre histoire. Plusieurs villes qui ont été prises durant la guerre doivent être rendues, ainsi que plusieurs territoires coloniaux, comme au niveau du Canada, comme en Amérique du Nord, la France perd plusieurs territoires. Mais quand même, globalement, la France garde des frontières correctes, les frontières que Louis XIV souhaitait, puisque les conquêtes des précédents conflits sont conservées, et c'est des frontières beaucoup plus uniformes que celles d'avant. Donc, ça c'est pour le traité d'Utrecht. Et donc on a fait le tour des guerres de Louis XIV. Et du coup, quelles raisons, globalement, on peut en tirer pour les guerres de Louis XIV? Mais, comme on l'a dit, un des principaux objectifs, c'était de briser l'encerclement de la France par les Habsbourg. Et ça a été réussi. Puisque, déjà, ils ont pas mal récupéré de territoire au Saint-Empire germanique, mais surtout, les Pays-Bas espagnols, donc la Belgique et l'Espagne, c'est plus Habsbourg. Donc là,
c'est réussi. Renforcer les frontières du pays. Là aussi, c'est réussi parce que toutes ces petites enclaves, c'était quasiment impossible à défendre. Louis XIV a quand même réussi à beaucoup simplifier les frontières du pays, à son avantage, les rendant bien plus défendables. Et on le verra dans la seconde vidéo, que grâce à Vauban, elles seront encore mieux défendables. Autre objectif que Louis XIV, c'était surtout de s'étendre au nord. Comme on l'a vu, il a surtout mené ses conflits au nord. Alors certes, parce qu'il y avait beaucoup d'enclaves, mais l'autre raison, c'est que c'était près de Paris. En effet, en 1536 par exemple, une invasion venue des Pays-Bas espagnols était descendue jusqu'à la Picardie. Et quand tu es en Picardie, Paris c'est tout proche. Donc Paris avait eu vraiment chaud cette fois-là. Donc si on peut éloigner la frontière au nord un peu plus haut, pour sécuriser, c'est tant mieux. Et Louis XIV va le faire en récupérant une bonne partie des Flandres. Donc là aussi, c'est un objectif rondement mené. Et ensuite, la guerre, c'est l'activité de la noblesse. Hein, c'est pas pour rien que la noblesse, c'est les bellatores. Dans leur origine propre, même si à l'époque de Louis XIV, la noblesse a évolué par rapport au Moyen-Âge, mais elle reste très liée à son origine de bellatores, d'être la classe combattante. Et donc, si on peut occuper les nobles en leur faisant des petites guerres, déjà pour éviter qu'ils se fassent des petites guerres entre eux, tant qu'à faire, mais histoire de les occuper également pour qu'ils fassent des petites guerres de rébellion comme contre Louis XIV, comme ça a été le cas durant la Fronde, même si c'était plus contre la régence de la reine-mère et de Mazarin, Louis XIV, il s'en souvient. Il a flippé cette fois-là durant la Fronde, et donc s'il peut occuper la noblesse et renforcer ainsi son pouvoir sur elle, il va le faire. Et là aussi, c'était plutôt un objectif accompli. Donc là, on peut avoir l'impression que, Louis XIV, même s'il a eu des difficultés durant les guerres, ça a été un franc succès partout, la guerre c'est génial pour Louis XIV, tout ça. C'est plus compliqué que ça. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Parce que là, on va en avoir terminé pour celle-là, et du coup, prochaine vidéo, on verra le bilan de manière générale, et on verra qu'il y a quand même des aspects beaucoup plus négatifs au bilan de Louis XIV, et au bilan des guerres de Louis XIV surtout. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, ça aide. Partagez la vidéo, ça aide aussi, ça permet à d'autres gens d'apprendre des choses, puisque c'est histoire d'apprendre. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des commentaires à faire, ou si vous voulez débattre, ou que sais-je encore, il y a les commentaires pour vous. Faites-vous plaisir. Au revoir tout le monde.